Bonjour chers amis et bienvenue à cette série de vidéos portant sur la formation CCNA. Nous allons commencer dans le nouveau module portant sur la connectivité IP. Nous commençons par les généralités sur le routage. Je suis Binedea Van Alphonse, CCIE Enterprise Infrastructure. Cette partie sur les généralités sur le routage s'articule autour des concepts suivants: concept de routage, interprétation d'éléments de la table de routage, processus de décision d'expédition d'un paquet dans un routeur, configuration et vérification de routes statiques IPv4 et IPv6. Donc nous allons commencer donc par la première sous-partie qui est le concept de routage. Pour comprendre le concept de routage, nous verrons ce que c'est que le routage et ensuite nous présenterons à quoi ressemble une table de routage. Lorsque les adresses IP sont configurées sur les interfaces réseau d'un routeur, ces réseaux sont appris localement et conservés dans une table appelée table de routage. Donc initialement, la table de routage va contenir uniquement les informations sur les réseaux directement connectés. Donc, qu'est-ce qu'on entend par réseau directement connecté? Si nous prenons le routeur R1, le routeur R1 a deux interfaces configurées par les adresses IP. Donc, nous avons cette interface qui aura l'adresse 192.168.15.33 avec le masque de sous-réseau /28, donc appartenant au sous-réseau .32. Et nous avons son interface E01 qui appartient donc au segment 192.168.15.0/28 et donc son adresse spécifique est la .1. Donc cette configuration donc va présenter au niveau de la table de routage deux réseaux directement connectés, donc le réseau 192.168.15.0/28 et le réseau 192.168.15.32/28. Tandis que en R2, sa table de routage va présenter également les deux réseaux configurés donc au niveau de l'interface de ces deux interfaces E01 et E00, à savoir le réseau 192.168.15.16/28 qui est dans le réseau de ce segment et le réseau 192.168.15.32/28 qui est le réseau de ce segment. Donc ce sont ces informations qui seront présentes au niveau de la table de routage. Maintenant, donc, supposons que R1, le routeur R1, reçoive un paquet, par exemple, du client 2 à destination du client 7. Donc, ce routeur R1 n'a pas dans sa table de routage le réseau 192.168.15.16. Voici uniquement les deux réseaux présents dans la table de routage de R1. Donc R1 ne pourra pas savoir comment acheminer le paquet jusqu'à la destination qui est en 7. Donc c'est pour cela donc le R1 aura besoin des informations supplémentaires pour pouvoir acheminer. Donc, comme nous le disions, si R1 reçoit un paquet à destination de client 7, c'est-à-dire l'adresse 192.168.15.20, il ne saura pas comment router ce paquet-là. C'est donc là qu'intervient le routage qui va donc permettre à votre routeur ici R1 de connaître les réseaux qui ne lui sont pas directement connectés. Donc, comment ces réseaux vont être connus? Donc, cela peut être fait manuellement par l'administrateur ou en exécutant un protocole entre les routeurs où ils communiquent entre eux et échangent donc des informations sur les réseaux dont ils ont connaissance. Donc, pour pouvoir faire savoir à R1 comment router ce paquet qui
qui n'appartient pas à un réseau directement connecté à R1 vers la destination. Donc R1, on pourra soit configurer manuellement une route donc qui pointe vers le réseau de la destination, de l'adresse destination, soit alors laisser la latitude à un protocole de routage dynamique configuré entre les routeurs qui vont donc pouvoir échanger des informations sur les routes directement, sur leurs routes directement connectées, sur les réseaux directement connectés, donc entre les routeurs qui exécutent donc ces protocoles de routage dynamique. En résumé, donc, le routage va permettre à un routeur d'avoir connaissance des réseaux qui ne lui sont pas directement connectés. Voyons à présent ce que nous entendons par table de routage. Donc, initialement, les routeurs construisent des tables de routage à base de leur réseau directement connecté. Nous avons vu qu'une table de routage, en réalité, contient les informations qui permettent à un routeur d'acheminer un paquet vers sa destination. Donc, en plus des réseaux directement connectés, les routeurs peuvent se renseigner sur les destinations de l'une des trois manières suivantes, soit à travers des routes statiques. Donc, une route statique est ajoutée manuellement dans la table de routage par l'administrateur, soit alors les routes par défaut, à travers une route par défaut, ajoutée également manuellement dans la table de routage par l'administrateur pour définir une passerelle par défaut pour le routeur. Donc, ça voudrait dire que si la table de routage n'a pas d'entrée pour un réseau spécifique, un réseau de destination spécifique, alors ce routeur va envoyer ce paquet par défaut vers l'interface de sortie qui pointe vers la passerelle par défaut. Alors, la troisième manière d'acheminer ces paquets de destination, c'est dynamiquement à travers l'apprentissage effectué par un protocole de routage dynamique. Donc, les routes de chaque destination sur la table de routage sont précédées d'une lettre qui indique comment la route a été apprise. Alors, nous avons la lettre C qui va indiquer que la route est une route directement connectée. Donc, nous aurons la lettre S qui va indiquer que c'est une route ajoutée de manière statique, donc de manière manuelle. Donc, cela signifie route statique. Et puis, nous aurons les abréviations R, D, O, I ou B lorsqu'il s'agit d'un protocole de routage dynamique, selon que ce soit le protocole RIP pour la lettre R, le protocole EIGP pour la lettre D, le protocole OSPF pour la lettre O, le protocole ISIS pour la lettre I et le protocole BGP pour la lettre B. Voyons à présent comment se passe l'interprétation d'éléments de la table de routage. Pour cela, nous verrons tour à tour les éléments suivants: code du protocole de routage, préfixe, masque réseau et sous-suivant, distance administrative, métrique et passerelle de dernier recours. Et ensuite, nous verrons un exemple de contenu d'une table de routage. Commençons par le code du protocole de routage. Nous avons vu que toutes les routes contenues dans une table de routage sont précédées par un code. Et ce code nous renseigne comment la route a été renseignée dans la table de routage. Donc, le code du protocole de routage identifie par quel protocole de routage chaque route a été apprise. Donc, les codes de routage courants que nous utilisons dans les tables de routage sont C pour les routes connectées, S pour les routes statiques, I pour les routes apprises par le protocole dynamique ISIS, R pour celles apprises par le protocole B pour les routes apprises par le protocole BGP, D pour les routes apprises par le protocole EIGP, EX pour les routes EIGP externes et O pour les routes OSP. Alors, nous poursuivons en voyant le préfixe, masque réseau et saut suivant, qui sont toujours les éléments d'une table de routage
Nous sommes toujours dans l'interprétation des éléments de la table de routage. Alors, c'est quoi le préfixe? Un préfixe, c'est simplement l'adresse réseau. Donc, c'est-à-dire, dans une table de routage, le préfixe est le réseau de destination. Donc, les préfixes les plus longs sont toujours préférés aux plus courts lors de la transmission d'un paquet. Donc, lorsque un paquet arrive au niveau d'un routeur, le routeur va toujours chercher dans sa table de routage le préfixe le plus long correspondant à l'adresse de destination à laquelle le paquet est destiné. Donc, le masque réseau, quant à lui, donc, détermine la longueur du préfixe. Donc, la longueur du préfixe est simplement un moyen abrégé d'exprimer un masque réseau à l'aide de la notation CIDR. Si nous prenons comme exemple ce masque réseau 255.255.255.0, ce masque réseau va correspondre donc à la longueur de préfixe /24, puisque 255 c'est 8.1, 255 8.1, 255 8.1, ça va donc donner 8 fois 3 qui est égal donc à 24 bit 1. Donc la longueur de masque, la longueur du préfixe donc sera donc égale à /24. Donc, le prochain saut, quant à lui, donc identifie l'adresse IP du prochain routeur en ligne auquel donc transférer le paquet. Donc, pour fixer les idées, supposons que nous ayons ici un routeur R1 connecté à un routeur R2 connecté à son tour à un routeur R3. Donc, supposons que là, nous ayons le réseau 10.0.0.0/24 et là, nous avons le réseau 10.1.1.0/24. Alors, supposons que au niveau de la table de routage de R1, nous ayons donc une entrée pour atteindre le réseau 10.1.1.0/24. Alors du point de vue de R1, son prochain saut pour atteindre donc ce réseau en 10.1.1.0/24, ça sera R2. Ça sera R2. Et donc, dans la table de routage de R1, le prochain saut sera R2 et cela sera matérialisé par l'interface de sortie de R1 qui est connecté donc au routeur R. Voyons à présent à quoi sert la distance administrative dans une table de routage. Donc, la distance administrative dans une table de routage permet d'établir un ordre de priorité des routes prises par différents protocoles de routage. Donc, si vous exécutez plusieurs protocoles de routage, vous pouvez obtenir la même route vers une destination précise à partir de plusieurs protocoles de routage, ou encore vous pouvez obtenir plusieurs routes de protocoles de routage différents vers une même destination. Alors, dans chacune de ces deux situations, le routeur doit avoir un moyen de classer ces protocoles selon un ordre de priorité. Donc, pour hiérarchiser les protocoles de routage, chacun se voit attribuer une priorité par défaut. Donc, cette priorité est connue donc sous le nom de distance administrative. Donc, c'est un nombre compris entre 0 et 255. Et plus le nombre est bas, mieux c'est. Donc, les protocoles de routage ayant une distance administrative plus faible seront choisis prioritairement par rapport aux protocoles ayant une distance administrative élevée. Voyons à présent la métrique et la passerelle de dernier recours. Nous sommes toujours au niveau de l'interprétation d'éléments de la table de routage. Alors, la métrique, c'est un paramètre important dans une table de routage qui va donc traduire l'éloignement d'un routeur par rapport à une destination précise. Donc, la métrique est une valeur produite par un algorithme de routage et dont la valeur de métrique détermine donc le meilleur chemin vers un réseau de destination dans un protocole
de routage. Pour déterminer la métrique, différents protocoles de routage vont donc avoir chacun sa méthode. Donc, le RIP, par exemple, utilise le nombre de sauts pour déterminer la métrique. Et IRGP, lui, va utiliser un ensemble de valeurs K qui vont déterminer si un paramètre de calcul de la métrique est pris en compte ou pas. Donc, ces valeurs de K, ce vecteur K comprend donc les valeurs 0 et ou 1. Donc, lorsque la valeur d'un K prend la valeur 0, ça veut dire que cet élément n'est pas pris en compte. Par exemple, pour savoir si la bande passante sera prise en compte, il suffit que le K1 soit non nul, donc que ce soit égal à 1. Et maintenant la charge, si la charge ne doit pas être prise en compte, on aura le K2 qui sera nul. Si le délai doit être pris en compte, le K3 sera 1. Et si la fiabilité n'est pas prise en compte, le K4 sera 0. Et si le MTU n'est pas pris en charge, le K5 sera nul. Donc par exemple, pour pouvoir déterminer qu'il n'y a que la bande passante et le délai qui seront pris en charge, notre vecteur K aura donc la valeur K 1, 0, 1, 0, 0. Donc cela va indiquer au routeur qu'il va tenir compte uniquement dans le calcul de la métrique de la bande passante et du délai. Alors, c'est quoi la passerelle de dernier recours? Elle est la route par défaut configurée dans le routeur. Donc, si un routeur n'a pas une route spécifique vers une destination donnée, alors ce routeur va choisir la route par défaut, voilà, la passerelle de dernier recours, si elle est configurée, bien sûr, comme étant la route vers la destination. Donc, les routes par défaut sont utilisées pour diriger les paquets agressés à des réseaux non spécifiquement répertoriés dans la table de route. Voyons à présent comment se passe l'interprétation d'éléments de la table de routage par un exemple. Donc, la commande show IP route joue un rôle important dans la vérification et le dépannage du routage et de l'adressage IP. Donc, la figure ci-dessous montre un exemple de résultat de la commande show IP route. Donc, nous plaçons des numéros à diverses parties du résultat de la commande pour expliquer donc plus aisément les différents éléments indexés. Donc, nous allons expliquer chaque élément. Remarquez bien les index de 1 jusqu'à 11. Le tableau ci-dessous explique chaque élément indexé donc, sur la figure de droite. Donc, nous commençons par l'index 1. Que voici. Alors, cet index va donc donner la valeur du réseau de classe, sachant que dans la table de routage est organisée dans un réseau de classe. Donc, le réseau de classe ici, c'est le réseau de classe principale. Par exemple, ici, nous avons la classe principale, la classe A, donc 10.0.0.0/8. Donc, la table de routage donc, est organisée par réseau de classe et cette ligne est la ligne d'en-tête du réseau de classe 10.0.0.0. Donc, elle affiche donc le masque par défaut pour le réseau de classe A. Alors, ensuite, l'index 2 indexe donc le nombre de sous-réseaux appartenant au réseau de classe spécifié ici, donc le classe A. Donc, il affiche donc le nombre de routes pour les sous-réseaux du réseau de classe connu de ce routeur, donc de toute provenance, y compris également les routes locales, donc les routes /32 qui correspondent à chaque adresse IP d'interface de réseau. Donc, nous avons également l'index 3 qui indique le nombre de masques contenus dans le réseau de classe. Donc, ici, nous avons 5 masques. Donc, le nombre de masques différents utilisés dans toutes les routes connues de ce routeur à l'intérieur
de ce réseau de classe sera donc spécifié par cet index 3. Ensuite, nous avons l'index 4, ici qui prend les valeurs C, L, O, O. Donc, nous avons vu que C, c'était pour indiquer que c'était les routes connectées. L, pour indiquer que ce sont les routes, c'est une route locale. O, pour indiquer que c'est une route apprise par le protocole de routage OSPF. Donc, c'est le code de légende que nous avons vu tantôt. Donc, un code donc, qui identifie la source d'information de routage. Bien, ensuite, nous avons l'index 5, ici qui correspond à 10.2.2.0 et qui est donc un préfixe spécifique. Ici, qui est donc un préfixe spécifique appris par le protocole de routage, donc OSPF. Donc, le numéro du sous-réseau de chaque route particulière donc, sera donc indexé à ce niveau-là. Donc là, nous avons chaque préfixe des routes apprises. Donc, l'index 5 va donc indexer les préfixes de routes apprises. Ensuite, nous avons l'index 6 que voici, qui va donc correspondre à la longueur du préfixe, donc la longueur du préfixe. Donc le masque de préfixe utilisé avec ce réseau-là sera indexé par l'élément 6. Alors, le prochain index à voir, c'est l'index 7. Index 7 qui correspond donc à la distance administrative, qui indique la distance administrative du protocole à partir duquel un préfixe a été appris. Par exemple, si nous prenons l'enregistrement, le dernier enregistrement, nous voyons que la distance administrative correspond à 110, qui est bien la distance administrative correspondant au protocole OSPF. Donc, si un routeur prend les routes pour le sous-réseau spécifique à partir de plusieurs sources d'informations de routage, le routeur utilise la source avec la distance administrative la plus faible. Donc, ensuite, nous avons l'index 8, ici, qui va donc nous donner la valeur de la métrique, donc l'éloignement qu'il y a entre ce routeur et la destination finale, en fait, correspondant donc au préfixe, à la ligne correspondant au préfixe. Donc, c'est dans la métrique de la route qui est indiquée par l'index 8. Ensuite, nous avons l'index 9 qui correspond donc au routeur de saut suivant. Donc là, pour le dernier enregistrement, nous avons 10.2.2.5 comme routeur de saut suivant. Ensuite, nous avons l'index 10. L'index 10 ici, c'est un temps. Donc, pour les routes OSPF, EIGP, il s'agit du temps écoulé depuis le premier apprentissage de la route. Donc, le temps écoulé depuis le premier apprentissage de la route sera donc indiqué par cet élément-là. Ensuite, nous avons enfin l'index 11, voilà, qui va donc correspondre à l'interface de saut, l'interface de sortie vers le saut suivant. Donc, pour les paquets correspondant à cette route, l'interface vers laquelle le paquet doit être transféré. Ceci met donc un terme à l'interprétation d'éléments de la table de routage. Par la suite, nous verrons le processus de décision de l'expédition d'un paquet dans un routeur.